et messieurs, bonsoir. Y a-t-il des libertés infinies pour d'autres et des contraintes pour certaines, comme j'allais dire? En tout cas, dans l'opinion publique, on estime que les médias en ligne peuvent se permettre beaucoup de choses, contrairement aux médias traditionnels. Est-ce vrai? Ces médias en ligne ont-ils aussi un mode de régulation? De leur côté, les médias en ligne se disent opprimés, sinon délaissés. Ce plateau nous permettra bien sûr d'élucider toutes ces questions. Pour les 6 sujets dans ce studio, plusieurs invités. Le premier, Anno Roumaké Kassou, il est conseiller à la HAC. Bonsoir, mon conseiller. Bonsoir, William. Merci d'accepter notre invitation. C'est un plaisir pour moi. À vos côtés, M. Franck Potier, mais qu'on ne présente plus, c'est le président de l'UPMB, entendez l'Union des professeurs des médias du Bénin. Bonsoir, mon président. Bonsoir, bonsoir téléspectateurs. Merci beaucoup. En face de vous, Loris Founon, c'est bien cela? Oui, c'est bien cela. Le président du REPROMED, entendez réseau des promoteurs et professionnels des médias digitaux du Bénin. Justement, c'est bien cela, vice-président du réseau des promoteurs professionnels des médias digitaux du Bénin, en abrégé REPROMED. Merci beaucoup. À vos côtés, on a Léonce Gamaï. Lui, il est aussi membre du réseau, mais il est secrétaire à la formation. Merci beaucoup. Merci. Alors, je commence par Loris. Quand on parle de réseau en ligne, est-ce qu'aujourd'hui, ça va bien? On ne peut pas dire que ça va bien. Bon, déjà, commençons par repréciser un peu les choses. Lorsqu'on parle de médias en ligne, ça n'englobe pas tout ce qui est en ligne. Déjà, depuis quelques années, on a vu le Bénin ne pouvait pas rester en marge de l'évolution du monde, donc avec l'Internet et plus récemment avec l'avènement des réseaux sociaux, on observe un certain activisme sur la toile. Alors aujourd'hui, tout le monde a senti cette liberté-là d'aller sur Internet, de s'exprimer, de donner son opinion sur les réseaux sociaux. Et dans ce mélange, on ne sait plus qui est qui. Alors lorsqu'on parle de médias en ligne, il s'agit des journalistes, donc des gens qui font une démarche scientifique de traitement de l'information, mais qui ont pour mode de diffusion l'Internet. À ne pas confondre avec les web activistes, à ne pas confondre avec les influenceurs web, à ne pas confondre aussi avec les blogueurs. Donc quand on parle de médias en ligne, c'est plus des organes qui sont en ligne. Bon, avec les réseaux sociaux, aujourd'hui Facebook et WhatsApp sont un peu assimilés à des médias en ligne, mais disons en matière de responsabilité, ce n'est toujours pas la même chose. Okay, parce que le blogueur ou le web activiste n'est pas soumis à une démarche scientifique. Il n'a pas cette obligation de vérifier la source de l'information, de traiter l'information avant diffusion. Alors, je reviens à Léonce Gamaï. Tout à l'heure, il parlait de blogueurs, de web activistes. Comment faire la distinction entre vous qui êtes professionnel des médias, qui émettez vos informations en ligne, et ces blogueurs, ces web activistes? Alors, merci. Je voudrais d'abord dire merci à la télévision nationale d'avoir pensé à instituer ou à initier un plateau télé sur la thématique, sur le thème des médias en ligne. Parce que j'avoue qu'à un moment, on s'est senti un peu oublié, on s'est senti un peu délaissé. Ça veut dire que dans mon intro, j'ai bien raison de le dire, que vous êtes opprimé. Bon, opprimé peut-être en griffe, alors que nous sommes des acteurs à part entière de l'univers médiatique au Bénin. Et comme le disait tout à l'heure Loris, quand vous faites un peu une catégorisation de cet univers médiatique, c'est-à-dire que des acteurs qui observent l'action publique et qui utilisent l'Internet comme mode de diffusion, on peut faire une catégorie en 3 catégories. D'abord, les web activistes, qui sont en réalité des militants et qui utilisent Facebook, Twitter et WhatsApp pour faire le militantisme, donc pour faire du e-militantisme. À côté de cela, vous avez les blogueurs, qui sont des animateurs de blogs, les blogs qui sont des espaces d'expression personnelle. Les blogueurs sont d'ailleurs en association, qui utilisent les blogs pour s'exprimer. Maintenant, nous avons une troisième catégorie constituée des professionnels des médias. Donc, ils sont des journalistes professionnels qui ont des rédactions, qui ont choisi. La différence entre nous et ceux qui font dans le papier ou ceux qui font à la radio, à la télé, la différence c'est que nous avons pour support de diffusion l'Internet. Sinon, avant qu'un article ne soit mis en ligne, la même rigueur, le même circuit que l'article, que l'information suit dans une rédaction de journal papier ou une rédaction de radio, c'est le même circuit que l'information suit avant d'être mise en ligne sur un site d'information. Donc déjà, le premier niveau de démarcation, c'est là, la qualité de l'information, le traitement que subit l'information avant d'être mise en ligne. À côté de cela, c'est que nous utilisons des sites d'information, des sites Internet. Le blogueur n'a pas besoin d'utiliser un site, il peut créer un blog. Il va peut-être sur Google, il crée un blog, il s'exprime. Le web activiste n'a pas besoin de créer un site. Il utilise sa page Facebook pour faire son compte Twitter, pour faire son web activiste. Ce qui n'est pas
la même chose que le travail que nous faisons en tant que professionnels des médias, mais qui faisons la diffusion sur Internet. C'est récent, mon conseil, ces médias en ligne, c'est tout récemment qu'on a constaté par le voir. Est-ce que cela ne nous a pas posé problème quand on parle de régulation de ce nouveau mode de communication sur le net? Ok, je crois que les deux premières interventions des professionnels dans le domaine ont bien balisé le terrain. Alors, ça veut dire quoi? Que, à part la spécificité de ces médias-là, qui est la diffusion par Internet, il demeure des journalistes. Il s'agit d'organes de presse. Et donc, par rapport à cela, c'est des organes qui doivent être régulés comme les autres. Donc, est-ce que cela a posé problème? Dans une certaine mesure, non, puisque c'est des médias comme les autres. Il ne faut pas trop aller dans la différenciation. Mais là où ça a posé problème, oui, c'est que c'est un média nouveau, c'est un nouveau support et qu'on n'appréhende pas facilement, comme les médias traditionnels que nous utilisons. Il s'agit d'un média qui est tentaculaire, qui ne connaît pas les frontières. Donc il fallait adapter la régulation, il fallait adapter la façon d'appréhender ces médias-là. Donc c'est en cela que ça a constitué un problème, mais nous sommes attelés à la tâche, nous avons essayé de cerner cela et je crois que le processus est en marche. On ne peut pas dire que nous avons entièrement fini le chantier, mais nous sommes avancés dans la mise en place du cadre réglementaire pour réguler ces médias-là. Justement, tout à l'heure, on va parler bien sûr de ce cadre réglementaire qui régularise, mais qui réglemente, j'allais dire, voilà, ce secteur de médias en ligne. Mais en préparant l'émission, j'ai lu sur le net, on dit que les nouveaux médias accroissent les libertés et dynamisent la communication pour des acteurs qui n'appartiennent pas à ce milieu. Président UPMB, est-ce que vous partagez aussi cet avis? Oui, totalement. Totalement, en ce sens que aujourd'hui, pour gérer l'information, on sait que pour gérer l'information par le passé, il faut être professionnel des médias. Ouais. Mais aujourd'hui, ça a évolué. Et tout le monde peut gérer l'information. Je tombe sur une information importante, je n'ai pas besoin d'être journaliste, soit je confie ça à un journaliste, à un organe de presse, ou si j'ai un blog, je mets là-dessus rapidement. J'ai un WhatsApp, rapidement, on fait circuler l'information. L'information est devenue la chose la mieux partagée aujourd'hui. Alors aujourd'hui, est-ce que vous reconnaissez aussi ces nouveaux médias en ligne au niveau de l'UPMB? Oui, totalement. Le réseau n'est considéré que pour la plupart des membres de l'UPMB. C'est des journalistes reconnus comme tels, qui ont le cadre professionnel. Nous, depuis la loi, le Code de l'information et de la communication, il a été reprécisé qui on peut appeler journaliste. Pendant longtemps, pour reconnaître le journaliste, nous sommes référés à la doctrine. Et depuis 2015, on sait, la loi a précisé, a disposé sur qui on peut appeler journaliste. Et au-delà des conditions requises pour être journaliste, il y a la condition de détenir la carte de presse. Donc, lorsque vous vous retrouvez dans toutes ces conditions-là, vous êtes journaliste, ce qui n'est pas le cas des web activistes, des blogueurs et autres. Alors, tout à l'heure, Léon Gamas quand même faisait la différence qu'il y a entre ces web activistes, ces blogueurs et eux, journalistes quand même, qui émettent les informations en ligne. Est-ce qu'au niveau de la HAC, vous avez cette facilité à faire cette démarcation? Est-ce que quelque part, il y en a qui ne portent pas la touche de l'autre pour passer l'information? Oui, c'est vrai que c'est facile aujourd'hui, vu la liberté qu'accorde Internet, qu'il y a confusion entre les différents acteurs. Mais c'est pour ça que dans la mise en œuvre du cadre réglementaire, nous avons insisté sur la définition même du média en ligne. Et voilà. Et donc, lorsqu'on parle de ce principe-là, on se retrouve vite dans le fait que le média en ligne est constitué de professionnels. À ce partir de ce moment, il n'y a plus de confusion. Et nous avons poussé loin. C'est pourquoi la loi, les différentes lois qui ont été votées pour encadrer le secteur a précisé clairement les conditions d'exercice de cette fonction. Et c'est quoi ces conditions pour exercer
Bon, les conditions sont nombreuses. Autour du débat, nous allons revenir là-dessus. Nous allons revenir là-dessus au cours de l'émission. Mais je peux déjà dire d'entrée que le Bénin a choisi comme condition première de cette profession-là le régime d'autorisation. Okay. Il faut d'abord qu'ils aient une autorisation. Il faut une autorisation. Et la HAC a été rendue compétente pour donner cette autorisation-là. C'est la première condition. Après, il y a les conditions que doivent remplir tous les autres médias, comme être constitué clairement en société, avoir une rédaction en bonne et due forme, constituée de professionnels, confier les différentes responsabilités comme la direction de la publication et la rédaction à chef à des professionnels expérimentés. Voilà des conditions qui reviennent régulièrement. Okay. Alors oui, je voulais compléter un peu pour dire que lorsque vous me demandez tout à l'heure de savoir si les animateurs ceux qui sont dans les médias digitaux sont reconnus comme professionnels, mais c'est encore plus contraignant pour eux. Au-delà des conditions générales à remplir, mais la loi demande par exemple que pour créer un site, pour animer un site, il faut fournir le casier judiciaire numéro 2. Ce qui n'est pas le cas lorsque nous voulons créer un journal. Et le conseil tout à l'heure parlait de régime d'autorisation, alors que dans les organes de presse, support papier, c'est un régime déclaratif. Ouais, donc c'est encore plus contraignant. Le code de l'information et de la communication, le législateur a été particulièrement, comment on appelle, prévissé. Oui, quand on parle des médias en ligne que des médias traditionnels. Évidemment, cela se comprend un peu lorsqu'on sait que c'est difficile de cerner, d'appréhender. Je vous donne un exemple. En 2011, soit à l'arrivée du pape Benoît XVI au Bénin, il y a un site en ligne, le site de l'agence Sud Presse, qui a été suspendu, coupé, qui a disparu, sans qu'on ne sache qui l'a fait. La raison. Alors que c'est un site qui a été régulièrement mis en place. C'est vrai que la HAC n'avait pas encore organisé, c'est maintenant que la HAC travaille à organiser le secteur, il n'y avait pas de cadre légal aussi. Le site a disparu, sans qu'on ne sache qui l'a fait. Donc, par rapport à ça, il est important que le législateur mettre des conditions vraiment contraignantes. Ouais, lorsqu'on dit que même l'hébergeur est intéressé, la loi a prévu l'hébergeur. Oui, ça veut dire que s'il y a des difficultés à HAC dans son rôle de régulateur, il y a des difficultés par rapport au titulaire du site, il peut s'en référer, il peut même aller chercher l'hébergeur. L'hébergeur du site. Voilà. Alors, des conditions très contraignantes pour vous, Loris. Avant de revenir sur les conditions, déjà, il faut dire que le législateur a bien su faire les choses pour toujours marquer cette démarcation-là. C'est pourquoi on a deux lois. On a déjà le code de l'information et de la communication. Tout à fait. D'accord. Et on a le code du numérique. Okay. Donc, ces lois-là, pour contrôler un peu tout ce qui se fait sur Internet. Ouais. Alors, parlant des conditions, nous, pendant longtemps, nous avons plaidé pour que ce secteur-là soit, disons, d'une manière ou d'une autre, régi au Bénin. Parce que quand nous avons commencé cette aventure, on allait à la HAC pour dire, je veux créer un organe en ligne, mais il n'y avait rien. La HAC, ça n'était pas actualisé en ce moment-là par rapport à cette marche de l'évolution du monde, puisque l'information, elle est instantanée. Ouais. Aujourd'hui, face à l'instantanéité de l'information, c'est ça qui fait que le citoyen se sent quand même une certaine liberté de rapidement balancer quelque chose sur la toile. Et de ce fait, il devient, disons, un média social, qui n'est pas la même chose que ce que nous disons. Donc, quand finalement la HAC a compris vraiment l'urgence et le danger que constitue... Ça veut dire que pendant longtemps, vous avez travaillé dans l'irrégularité. Bon, pas l'irrégularité, mais pas... Bon, en tout cas... Il y a même un vice juridique, justement. Voilà, en fait, je vais réagir par rapport à ce que... Il ne doit pas travailler dans l'illégalité. Comme je vous l'ai dit en introduction, c'est un média nouveau. Et il n'y avait aucun test qui régissait le secteur. Pour preuve, le premier test sur le numérique que nous avons eu, c'est la loi sur la radiodiffusion numérique qui a été votée
en 2014. Donc c'est la base, c'est ce qui a permis à l'institution d'avoir une base légale sur laquelle elle pouvait travailler sur la question. Et ensuite, il y a eu le code de l'information qui a suivi. Et puis récemment, la loi, le code sur le numérique qui vient d'être promulgué par le chef de l'État. Donc ce n'était pas qu'il y avait un vide. L'institution ne prenait pas à cœur la question des médias en ligne. Tout à fait. Et pour vous dire, notre mandature a deux grands chantiers. À part la TNT, la télévision numérique terrestre, mais c'est le secteur des médias en ligne sur lequel nous travaillons de façon ardue pour que les professionnels travaillent et puissent exercer dans des conditions optimales. Voilà, donc, c'est pas que l'institution ne s'intéresse pas à la chose. Et il faut dire, c'est vrai qu'on peut aussi penser que les conditions posées par le législateur sont contraignantes. C'est vrai, le thème me gêne un peu. Le thème me gêne un peu. On ne peut pas parler de contraintes. Il s'agit juste de balises pour protéger le corps. Il s'agit simplement de baliser, à mon avis, parce que c'est un secteur, comme je l'ai dit, qui est tentaculaire, qui va au-delà des frontières. Mais c'est qu'aujourd'hui, au Bénin, nous ne voyons pas certains aspects qui sont déjà pris en compte, comme les enjeux économiques du secteur. Nous ne voyons pas du tout cet aspect-là. Alors, si très tôt, et heureusement, le retard numérique du Bénin est une chance pour nous, moi je le dis, c'est une chance pour nous. Bon, on prend le temps d'observer ce qui se passe ailleurs et de nous préparer à pouvoir amortir les chocs. Parce que avec tous les chantiers qui sont engagés aujourd'hui dans le domaine du numérique, lorsque le Bénin sera un pays numériquement fiable, forcément ça intéressera d'autres acteurs. Tout à fait. Ça intéressera d'autres acteurs. En ce moment-là, est-ce que nos professionnels, est-ce que nos organes seront assez protégés pour résister à cette puissance qui viendra de l'extérieur? Donc voilà des questions qui nous ont amenés à réfléchir rapidement sur la question et à mettre à profit le retard qu'a notre pays pour pouvoir nous préparer, pour protéger nos professionnels, pour que le Bénin existe. Parce que dans la question des médias en ligne aujourd'hui et de l'Internet, nous jouons aussi l'avenir du Bénin, l'avenir de notre pays. Quelle sera l'identité du Bénin à demain? Tout ça passe par cela. Et c'est pourquoi je vous dis qu'il y a beaucoup de critères qu'on peut appeler contraignants, mais en réalité, ça protège le corps. Oui, Loris, oui. Justement, bon, c'est vrai que on parle de contraintes, ça appelle aussi à des responsabilités. C'est normal parce que lorsqu'on sait que le média en ligne est une virulence extrême, quand je prends l'exemple de Mediapart, on sait, c'est-à-dire avec le média en ligne, tout ce qu'on peut détruire rapidement. Tout à fait. Et c'est normal que la HAC voudrait quand même contrôler un peu les choses, mais les droits entraînent des devoirs aussi. C'est vrai qu'on demande beaucoup de choses, on demande beaucoup de contraintes pour pouvoir exercer, mais en retour, on ne sécurise pas aussi l'investissement que nous voulons faire dans ce secteur-là. Vous voulez dire quoi concrètement, Loris, ou non? Forcément, la HAC doit aussi s'appesantir un peu sur le côté cybersécurité, parce qu'il ne sert à rien de mettre tout ce qu'il y a comme balise pour qu'un organe de presse en ligne existe sans nous protéger. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, nos sites sont régulièrement piratés. Régulièrement, ça c'est rapidement, un petit... Peut-être que la HAC n'a pas encore trouvé la solution pour vous aider dans ce sens, certainement. Oui, allez-y, monsieur Kessou. Voilà, ça c'est des aspects, c'est pourquoi il faut qu'il y ait une régulation. La cybersécurité, la neutralité d'Internet, ça c'est des chantiers sur lesquels nous devons nous pencher davantage pour permettre à nos médias de suivre. Et en cela, le législateur a allé loin. Puisque vous savez que la HAC est l'organe régulateur des contenus. Et le contenant ici utilisé, le médium utilisé ici, c'est l'Internet. Et c'est beaucoup plus l'autorité de régulation des télécommunications qui est compétente. C'est pourquoi dans le Code de l'information, il est clairement dit que la HAC doit s'appuyer sur la CEP. Les problèmes de cybersécurité que vous posez, la neutralité de l'Internet ne peuvent être mis en œuvre que par ce canal-là. C'est pourquoi nous sommes aussi en train de définir le cadre de la collaboration entre la HAC et puis la CEP. Il y a un travail qui est fait, même s'il n'est pas rendu public, il est fait. Et vous savez, ce qui est bien n'aime pas,
Oui. Parfois, il faut le Et faire savoir. nous préférons que vous nous jugez au résultat. Jugez-nous au résultat. Oui, Président, vous voulez ajouter quelque chose Non, je voulais préciser que quand on parle des médias digitaux, il s'agit effectivement de professionnels des médias. Ouais. La preuve, le code de l'information également en parle. Le code de l'information ne parle que des sites et un peu accessoirement des blogs. Il n'y a pas WhatsApp, il n'y a pas Facebook dans le code de l'information. Il n'y a pas les réseaux sociaux. C'est des professionnels des médias qui se comportent en ligne, simplement. Voilà, c'est beaucoup plus maintenant avec le code sur le numérique que tous ceux qui interviennent sur la toile sont pris en compte. Ok, d'accord. Oui, Léonce, oui. En fait, c'est bien que vous ayez soulevé la question des contraintes du cadre légal. C'est vrai qu'à notre niveau, lorsqu'on met les réflexions à l'interne, on s'est souvent posé des questions, des interrogations. Lesquelles? Par exemple, le fait que la loi soumette les journaux papier à un régime déclaratif et que nous, sites d'information, et on s'est dit en fait que c'est cet avantage qui est accordé aux journaux papier entre en fait dans l'esprit qu'on a, dans l'esprit de la conférence nationale. Tout à l'heure, le risque paraît de la virulence de vos informations parfois en ligne. Donc là, quelque part, il vaut mieux vous contrôler. Je vais en arriver là tout à l'heure. Donc nous nous sommes dit, mais pourquoi soumettre les journaux papier à un régime déclaratif et nous soumettre nous autres à un régime d'autorisation? Pourquoi ne pas nous permettre d'exister et ensuite nous appliquer les tests qu'on applique aux journaux papier, aux journaux j'allais dire. Mais les réflexions continuent quand on échange avec le conseil, ils nous font comprendre la spécificité de l'Internet, le fait que quand vous publiez, vous êtes au Bénin, vous publiez une information, un internaute qui est en Mexique, qui est au Brésil, publie ce que vous avez écrit. Donc, vous avez un média qui est spécifique, c'est ce pourquoi la loi est beaucoup plus due avec vous. Mais le problème, c'est quoi? C'est aussi l'un des enjeux. Le processus de régularisation, la HAC a lancé le processus de régularisation depuis décembre, avec d'abord le communiqué du président qui avait appelé à ce que nous suspendions les publications. Ensuite, il y a eu atelier avec l'UPMB, il y a eu un atelier de validation des documents, donc les cahiers des charges, les conventions. Et récemment, la HAC a lancé l'appel à candidature, donc pour que nous puissions déposer les dossiers, faire le processus pour avoir l'autorisation, donc exister au thème. Et cette autorisation nous permettra, on espère, avoir la protection de la HAC et aussi de l'ACEP. Mais le gros débat, c'est quoi? Qu'est-ce qui va différencier un site basé au Bénin qui a l'autorisation de la HAC et qui fait l'information sur le Bénin un peu partout en Afrique, d'un site par exemple au Togo, mais qui traite aussi de l'actualité béninoise, ou bien d'un site au Ghana, mais qui traite aussi de l'actualité béninoise, parce que c'est ça aussi ce qui est spécifique avec l'Internet. Je peux ne pas avoir mon siège dans un pays et traiter de l'information de ce pays-là comme si le média avait ce siège-là. Qu'est-ce qui va nous différencier de ces médias-là? Vous voulez savoir comment est-ce que la HAC contrôle aussi ces médias en ligne? Qu'est-ce qui va nous différencier de ces médias? C'est en fait ça, parce que ce qui est particulier, c'est quoi? Nous sommes dans un no border, dans un borderless média. C'est que nous n'avons pas de frontières. Vous pouvez être un média, un site béninois, et traiter l'actualité française. D'ailleurs, les sites français traitent l'actualité béninoise. Est-ce que ces sites-là ont l'autorisation de la HAC? Je sais que le conseil brûle d'impatience pour répondre. C'est tant de questions, tant de préoccupations à notre niveau. Nous disions, bon, nous sommes légalistes, la loi a été votée, elle a été promulguée, elle est en vigueur, nous sommes dans un pays et nous avons décidé de nous conformer à cette loi-là. N'empêche qu'il y a encore des interrogations. Oui, avant que allez-y, Loris, le conseil intervienne. Déjà, ça fait partie, c'est une part de nos préoccupations, parce que tout de suite, quand il s'est agi que nous allions vers la HAC pour être, disons, mis sous réglementation, on a des amis qui sont à l'extérieur, mais qui nous ont dit, mais écoutez, vous parlez de quoi là? Parce que chez eux, il n'y a pas cette... Nulle part, on ne peut, disons, on est sur la toile. Donc, justement, bon, le débat continue. Et par rapport à la régulation, c'est bien, tout à l'heure, le président de l'UPMB l'a annoncé, le ReproMed fait partie intégrante de l'UPMB. Mieux, au niveau du ReproMed, le conseil d'administration du ReproMed a prévu un représentant de l'UPMB, un représentant du CNPA, pour siéger avec le président du ReproMed ensemble.
Donc, c'est-à-dire, on est membre intégrant de l'UPMB. Donc, pour vous, c'est bien une couverture suffisante pour ne pas vous mettre trop de pression, c'est cela? Non, en tout cas, c'est pour dire qu'en cas de caissière, il y a quand même une fêtière qui est là, qui sait où nous retrouver. Est-ce que l'UPMB a tous les moyens pour contrôler? C'est ça encore l'autre question qu'on doit se poser. Oui, par rapport au contrôle, déjà, au niveau du groupe Promed, dans nos instances, on a prévu un secrétariat chargé à la formation, un autre chargé à la déontologie et à l'autorégulation. Donc, c'est-à-dire systématiquement, quand par exemple, nous observons sur la toile qu'il y a une publication venant d'un des organes de notre réseau qui porte à polémique, automatiquement ce secrétariat est saisi, on appelle l'intéressé pour savoir, mais ouais, il y a telle information que tu as publiée, c'est quoi la démarche, d'où vient cette information. Et c'est vrai que tout récemment, il y a eu 2 cas comme ça où c'était, disons, une intoxication, une rumeur qui a été relayée par un site. Bon, quand on sait au Bénin, avec la toile, le nombre d'usines de fabrication d'intoxication donc, effectivement, il s'est fait que ce site-là, à un moment donné, ils ont subi des situations de piratage. Ils n'arrivaient pas à contrôler leur base de données. Et c'est dans cette période-là que une telle information a circulé. Donc, je reviens encore pour dire à la hâte, pour plaider pour que surtout le côté cybersécurité soit vraiment pris en compte, parce que après tout, c'est des organes, c'est des familles qui sont nourries, c'est du personnel, et quand on investit dans un tel milieu, on se rend compte que du jour au lendemain, quelqu'un peut tout bousiller, c'est pas rassurant. Alors, Monsieur le Président, je vais, Monsieur le Président, tout à l'heure, Loris parle du PMB qui est là, qui reconnaît l'existence des médias en ligne, CNPA qui est là aussi, qui les aide aussi à faire. Est-ce que vous avez vraiment tous les moyens nécessaires pour quadriller ses collègues? Pour la plupart, c'est des journalistes qui exerçaient sur les médias traditionnels qui se sont reconvertis, simplement. Mais sur Internet, parfois, l'information, elle est vite partie. Hein? Non, mais poser la question de savoir, lorsque un média, Le Monde, par exemple, diffame un Béninois vivant au Bénin, comment est-ce que ça se passe? On peut citer un exemple précis. Je crois qu'il y a 2-3 ans, un journal britannique qui avait cité des présidents de fédération, dont le nôtre, tout à fait, d'avoir été mouillé dans le cadre de l'attribution de la Coupe du Monde, je crois, à un pays là. Qu'est-ce pourrait être la réaction de ce président de fédération s'il se sentait diffamé? C'est de se recourir, d'aller en Grande-Bretagne pour aller lire la loi britannique. Et donc, de la même façon, si un Français, en tout cas un média français, diffame un Béninois, un média en ligne comme un support traditionnel, c'est de recourir à ce pays-là, voir les lois qui encadrent tout ça là et se faire justice, simplement. Et là, c'est compliqué. Maintenant, ce qui est compliqué, c'est par rapport à la possibilité de pouvoir détenir l'élément de preuve. L'élément de preuve, c'est-à-dire la preuve de la diffamation. C'est ça qui est compliqué dans les médias. En fait, c'est ça qui fait toutes les contraintes qui ont amené les législateurs à corser les conditions d'attribution des sites pour les médias digitaux. Comment ils ont dit, j'ai observé tout à l'heure à 10h sur Internet que tel site mais à 10h05, on peut avoir fait disparaître. Tout à fait. Oui. Donc, comment est-ce qu'on peut retrouver et aller faire l'action en justice? C'est ça la complication. Je ne sais pas si. C'est vraiment que le Conseil a la réponse à toutes ces questions. D'abord, ils ont parlé du fait que d'autres réseaux, enfin d'autres médias en ligne des autres pays peuvent traiter les informations venant du Bénin. Comment est-ce que la HAC contrôle tout cela? Oui, justement, pardon. D'autres médias ailleurs peuvent traiter les informations du Bénin, comme tous les médias du Bénin traitent l'information internationale venant d'ailleurs, chaque jour, que ce soit la presse écrite, que ce soit les radios, la télévision. Mais les gens peuvent s'installer au Togo et travailler comme s'ils étaient au Bénin. Voilà, justement. Donc, c'est par rapport à tout ça que nous avons encadré. Il a parlé de la cybersécurité. Mais tous ces aspects-là ont été pris en compte. Et si vous voyez bien dans la loi vous fait obligation d'héberger votre site au Bénin, d'avoir le point BJ. Ça part de là déjà. Vous avez l'extension point BJ, nous vous reconnaissons officiellement. C'est plus facile de vous protéger. Comment voulez-vous que nous assurons votre sécurité alors que vous hébergez vos données à des milliers de kilomètres? Non. Mais je suis d'accord aussi qu'aujourd'hui, l'environnement n'est pas très favorable à la mise en œuvre de l'hébergement localement. D'abord l'extension du nom du domaine .bj et puis l'hébergement local. Mais il y a des travaux en cours, il y a la création du data center. Voilà, tout ça qui vont concourir
à les protéger. Maintenant, il faut que je revienne sur la question du régime de déclaration. Ouais. Non, vous savez, il faut que nos médias soient le vecteur de notre culture, hein, le vecteur de l'identité béninoise. Et encore plus les médias en ligne, puisqu'ils sont faciles, c'est une diffusion facile, aisée, et qui peut aller en quelques secondes très loin d'ici. Il faut que vous portez le pays. Donc c'est en cela que nous avons pensé qu'il fallait qu'on connaisse, qu'on sache qui sont les réels acteurs. Et la complexité du secteur nous a amené aussi à cela. C'est vrai, on peut choisir le régime d'autorisation, le régime déclaratif, mais c'est qu'avec la nature de l'Internet, dans un régime déclaratif, on ne pourra pas savoir qui sont les réels acteurs. Mais c'est que ce n'est pas seulement à votre défaveur, puisqu'il est prévu aussi que vous allez soutenu par l'État. La loi dit clairement que les médias en ligne sont éligibles à l'aide de l'État, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Donc il faut voir aussi les aspects. C'est un avantage. C'est un avantage certain qu'il ne faut pas. Alors, mais vous savez, pendant longtemps, on a pensé que Internet, c'est l'espace de liberté par excellence. Mais nous nous sommes très vite confrontés aux réalités du monde réel qui a amené ce monde virtuel-là sur Terre. Il y a de nombreux problèmes, il y a de nombreux aspects aujourd'hui, quand on parle de sécurité de l'Internet aujourd'hui. Les activités illicites qui peuvent passer par les médias. Nous connaissons chaque jour, nous écoutons les médias à travers les radios, terrorisme par là, pédopornographie, tout ce qui est licencieux. Nous ne pouvons pas laisser notre pays aller à volo. Et il faut aussi dire que, parlant de l'identité de notre pays, les médias en ligne constituent pour nous une opportunité. Constituent pour nous une opportunité que nous devons encadrer et accompagner. Parce qu'aujourd'hui, notre pays est très peu diffusé à travers les différents canaux d'information. En les appuyant, en les suivant et en les amenant à travailler suivant la déontologie et l'orthodoxie journalistique, nous allons aboutir à des résultats merveilleux. Donc c'est en cela que je pense qu'il ne faut pas prendre comme difficulté le régime d'autorisation qui a été adopté. Voilà. Oui, président. Oui, le Conseil n'a pas abordé notre question. C'est-à-dire, lorsque les médias, par exemple au Togo ou bien en Chine, on peut rester en Chine et faire tout un contenu béninois. Et diffame. Il diffame le journal, le média en ligne diffame. Est-ce que la justement, il faut que nous évitions cette concurrence déloyale. C'est pourquoi nous voulons savoir qui est média béninois. Qui est média béninois? Cette définition-là, elle doit être claire. Et nous avons estimé qu'on est média béninois dans le cadre des médias en ligne en ayant l'extension .bj. Partant de là, nous pouvons mettre en œuvre toute action pour empêcher qu'on dise n'importe quoi sur le pays. Merci beaucoup. Oui, Gamay Léon. En fait, c'est intéressant. Je crois que ce que le conseiller, le président disent, ça fait partie en fait des discussions que nous menions entre nous. Au niveau du Repromed, en notre CMM, quand nous rendons compte de notre responsabilité. Notre responsabilité en ce qui concerne la promotion de la marque Bénin, en ce qui concerne la promotion de l'identité béninoise. Mais en même temps, nous sommes des investisseurs, nous sommes des entrepreneurs. C'est aussi ça, nous sommes des entrepreneurs. Donc, en même temps qu'on voudrait de nous que nous portions le pays et tout ça, il faudrait que les institutions nous offrent le cadre qui puisse nous permettre d'exercer et de pouvoir bénéficier d'un certain nombre de facilités. Et en la matière, ce que nous souhaitons vraiment avoir de la HAC, après qu'on aura fini cette première phase-là qui va permettre l'autorisation, c'est surtout le coaching et l'accompagnement.
parce que nous faisons face à beaucoup de défis. Vous ne pouvez pas imaginer, beaucoup de défis. Beaucoup de défis. Donc, il faudra, lorsqu'on aura une liste des organes, des médias en ligne autorisés et reconnus par la HAC, il faudra peut-être après que la HAC voit comment mettre en place un programme pour nous coacher, nous accompagner. Parce qu'à côté, en plus de la question de cybersécurité, il y a à côté la question de la rentabilité, le modèle économique. C'est une grosse question. Et si nous ne réglons pas ce problème-là, si nous n'aidons pas, nous ne coachons pas suffisamment les acteurs à régler ce problème de la rentabilité du modèle économique, on pourrait déboucher à l'avenir sur ce que nous sommes en train de parler, ce que nous déplorons. Okay, donc, le chantier est vaste. Nous souhaiterons vraiment l'accompagnement, non seulement de la HAC, mais aussi de l'ACEP et de toutes les structures qui sont prévues aussi avec le code du numérique qui a été promulgué récemment. Ok, d'accord. Alors, William, puisque le conseiller est là, vous l'en profitez. Non, au niveau des exigences qu'on nous fait, on va acheter un cahier de charge, oui. Mais dans ce cahier de charge, il est dit quelque part qu'il nous faut le numéro d'enregistrement du ministère de l'Intérieur. Alors, c'est là où, pour le moment, on n'a pas encore bien compris, parce que déjà, pour les médias traditionnels, on sait qu'on va payer les quittances au niveau du Trésor, et puis on envoie le dossier. Mais nous, est-ce qu'on nous demande à la fois, d'abord, on va payer une quittance au niveau du Trésor, mais pour avoir l'enregistrement au niveau du ministère de l'Intérieur, est-ce qu'on paye doublement, ou bien quel est le mécanisme qui est prévu par rapport à ça? Donc on continue de réfléchir, on ne se retrouve pas encore dedans. Non, mais est-ce qu'il faut payer doublement? Non, je ne crois pas. Il doit forcément avoir au niveau du ministère de l'Intérieur une procédure d'enregistrement pour avoir le numéro. Et je sais que c'est quand même c'est forfaitaire. Pour la presse écrite, c'était quand même assez simple d'enregistrer. Non, on n'a plus rien à voir. La presse traditionnelle écrite n'a plus rien à voir avec le ministère de l'Intérieur. Oui, depuis que la HAC a récupéré. Donc ça, c'est des aspects que, bon, il faut que... Je crois qu'on n'en a pas discuté à grand propos. À grand propos. Dans le projet, il n'y avait pas... Je crois qu'on en a discuté. Il me semble que dans les explications, il était dit en fait que puisque des associations et des ONG peuvent aussi créer des sites. Donc il me semble que c'est pour les associations ONG qu'il faut fournir leur niveau d'enregistrement. Je vois. Parce qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a les personnes physiques qui peuvent créer, comme des personnes morales, comme les associations. Donc pour les associations, oui, forcément, ils doivent être enregistrés au niveau du ministère. Bon, ok. Il y avait une question soulevée par... le modèle économique. Le modèle économique, tout à fait. Oui, Oui, le modèle économique. Voilà, le modèle économique, c'est vrai, c'est important. Parce que lorsqu'on prend ce qui a été défini par la loi, on peut avoir 4 types de médias aujourd'hui en ligne. Il y a l'exploitation directe, onéreux ou pas, et puis l'exploitation indirecte. Alors, quand vous êtes d'accord que lorsque vous faites une exploitation onéreuse, votre modèle économique, forcément, sera différent de celui qui fait une exploitation libre. Alors, comment est-ce que chaque acteur va accéder à la publicité? C'est vrai, c'est des questions qui ne sont pas abordées, mais c'est en cela que nous attendons aussi la contribution des acteurs. Il faut que ce soit un dialogue interactif, puisque nous sommes au début du processus. Tout à fait. Qui a droit à la publicité en ligne aujourd'hui? Nous devons définir cela. Est-ce exclusivement ceux qui mettent en ligne de façon libre, ou bien est-ce que tous les acteurs, y compris ceux qui ont des accès conditionnés, peuvent avoir accès à la publicité? Ça, c'est la réflexion que nous devons mener avec tous les acteurs et trouver le modèle qu'il faut pour chaque type de médias en ligne. Et il faut vraiment... Parce qu'on a l'impression que la régulation aujourd'hui, telle que ça se fait au Bénin, c'est dans un seul sens. Alors que la régulation a besoin régulièrement de l'apport des professionnels. Ça ne vient pas souvent. On n'a pas des contributions, on n'a pas des avis. Tant que la HAC ne demande pas, il n'y a pas de retour. Alors que de façon dynamique, vous devez pouvoir continuer. Je permets au président de répondre rapidement à cette question. Je n'ai pas bien compris le conseil. Sinon, par le passé, avec les mandatures précédentes, chaque fois qu'il y a des sujets qui intéressent les professionnels directement, qui touchent la vie des organes, nous sommes consultés, soit à travers une séance, soit à travers des documents qu'on nous envoie.
qu'on amende, et qu'on retourne à la haute autorité de la communication. Mais avec la mandature actuelle, c'est rare. Je crois que c'est seulement sur le sujet dont nous sommes en train de débattre aujourd'hui qu'on a été consulté. On n'a même pas été consulté avant que la RAC ne prenne la décision liberticide de fermer les organes de presse en ligne. C'est après que vous avez été informé. C'est sur les réseaux, pas WhatsApp. Par WhatsApp que vous avez été informé. Oui. Non, pas WhatsApp. Alors qu'au Togo, à côté, au Togo, où nous avons, même malgré nos dégringolades, nous avons un classement meilleur par rapport au Togo. Mais le Togo, la RAC du Togo a pris un communiqué demandant de continuer en attendant que le cadre soit mis en place. Chez nous, on a demandé de fermer. Est-ce que dans un état de droit, on va dire fermer les organes? Non, je crois alors que la loi a été promulguée depuis le 20 mars 2015 et que la même loi a disposé que dans un délai de 30 jours, on devait mettre tout en ordre. La faute est à qui? La faute est à la RAC. Donc cette même RAC ne peut plus se lever 3 ans après pour demander de fermer d'abord. Et secondo, lorsque nous parlons de modèle économique, dans la loi c'est prévu et c'est de la responsabilité de la RAC. La RAC met en place le bureau de vérification de la publicité. Donc, organise avec nous comment est-ce que nous pouvons gérer la publicité, que ce soit organe traditionnel, que ce soit organe en ligne. Depuis 3 ans, rien n'a été fait. Mais vous réfléchissez beaucoup. Donc je crois qu'il faut arrêter l'étape de la réflexion et passer maintenant aux actions pour que nous puissions voir les résultats. Donc, le modèle économique n'intéresse pas seulement les médias en ligne. Ça intéresse tous les médias. Le problème se pose. Tel journal se lève et fixe son taux, l'autre se lève et fixe son taux. On ne sait pas, le service public vient faire de la publicité, vient concurrencer le secteur privé, et c'est un désordre total. Ça ne permet pas d'avoir des organes viables dans notre pays. C'est un autre débat. Non, je crois que je vais répréciser. Là, c'est trop vaste parce que je vais répréciser. Allez-y rapidement. Lorsque je parle de contribution, je parle d'une relation dynamique entre les professionnels et puis la RAC. Et nous sommes partis de la question du modèle économique. C'est vrai, nous nous sommes réunis à Grand Popo. Nous avons discuté des tests, mais cet aspect-là, qui constitue un enjeu économique, n'a pas été abordé. Vous êtes d'accord? On aurait pu avoir une réaction spontanée, par exemple des médias en ligne, nous disant, voilà, notre proposition par rapport à ça, vous n'avez pas abordé, ce n'est pas venu. Donc, ça veut dire quoi? Il faut que la réflexion vienne exclusivement de la RAC. Je ne dis pas que nous vous consultons quand ils le font, mais nous attendons nous attendons des professionnels des réactions, qu'ils soient proactifs sur les questions. Qu'ils soient proactifs sur les questions. Maintenant, quand le président parle de décision liberticide, bon, le mot est trop fort. On ne peut pas fermer des organes pour rien au monde. Non. Quand n'est-ce pas cette expression? Là, on est plus. Non, laissez-moi. Vous vous rendez très bien, vous vous êtes vite rendu compte qu'il s'agissait d'un processus, puisqu'automatiquement, il a suivi le processus d'appel à candidature. Donc nous avons estimé qu'il fallait remettre tout à plat. Nul ne peut se prévaloir, monsieur le conseiller, nul ne peut se prévaloir sa propre typitude. Là encore, ce que vous dites n'est pas juste, puisqu'il s'agit d'un monde nouveau. Et nous avons dit tout à l'heure que la première loi qui régit ce secteur-là, nous l'avons eu qu'en 2014. Et on est en 2018. Mais il fallait formater tous les plans de tests d'application et autres. Le conseil pas de formatage, d'abord tous les tests avant quand même. Voilà, donc je crois qu'on ne va pas s'inscrire dans un affrontement, mais il faut comprendre, quand vous avez des questionnements sur les décisions de l'institution, il faut quelquefois se rapprocher et savoir pourquoi ça a été fait. Si le communiqué était passé sans suite, d'accord, je comprendrais que vous allez à cet extrême-là par décision liberticide, mais vous avez vu qu'automatiquement, nous sommes rentrés dans un processus. Et les professionnels ici ne vont pas dire que voilà, ce n'est pas fait dans les règles de l'art. Mais le plan aujourd'hui, ils ne sont pas les seuls qui mettent les informations en ligne, il y a même des quotidiens. Oui. Enfin, la presse sur papier aussi qui donne aussi les informations en ligne. Comment est-ce que le contrôle se fait? Est-ce qu'il y a une différence entre vous et ces journaux aussi qui donnent l'information en ligne? Oui, Gamaï. Oui, en fait, c'est quoi? Il y a, pour ceux qui, en tout cas les médias en ligne, il y a 2 catégories.
Il y a les pure players, donc ceux qui font essentiellement le numérique. Donc, là, c'est vous. Selon le cahier de charge de la RAC, c'est ce que les exploitants directs, qui font l'exploitation directe. Donc là, c'est nous, les pure players. Maintenant, à côté, il y a les exploitants indirects, qui sont en fait les journaux. Ou peut-être il y a aussi les télés, il y a aussi les radios. Qui ont des sites d'information sur lesquels ils déversent le contenu ou une partie du contenu en tout cas des journaux. Donc sur ce chantier également, parce que depuis que la RAC a sorti son communiqué, le comité de décembre, et le processus a été enclenché, on a l'impression que c'était dirigé uniquement contre nous. Bon, nous sommes heureux quand même de rentrer dans ce processus de régularisation, c'est vrai, mais qu'en est-il en fait en réalité des journaux? Parce qu'au moment où nous respections le communiqué de la RAC, les journaux qui ont des sites qui sont en réalité nos concurrents, parce que c'est aussi un espace économique, un espace de concurrence, qui sont en réalité nos concurrents, continuaient de faire les productions, continuent de paraître. Donc c'est aussi un chantier. Maintenant, l'autre chose que je voudrais soulever, c'est quoi? L'un des chantiers également sur lesquels on voudrait avoir l'accompagnement de la RAC et de l'UPMB, même du CNP et autres, c'est le chantier de la reconnaissance même des médias en ligne comme des acteurs des professionnels des médias. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez dans une administration, vous vous présentez, je suis je suis un web journaliste, on vous dit, c'est vous qui écrivez sur les réseaux sociaux là. C'est qu'il y a que la culture... Il y a cette peur qui est encore permanente. La culture même du public vis-à-vis de ce nouveau média là. C'est encore un autre chantier sur lequel il faudra travailler, parce que c'est tout ça qui nous permettra de créer un écosystème favorable. Et vous pensez que c'est la RAC qui doit faire ce travail bien? Ensemble, j'ai dit, la RAC... Voilà, c'est nous qui devons quand même montrer... Nous le faisons, mais il y a aussi, nous estimons qu'il doit y avoir aussi une approche de communication institutionnelle là-dessus, étant donné que la RAC est l'institution qui est habilitée à dire tel existe, tel n'existe pas. Donc quand on aura fini le processus, si la RAC peut également nous accompagner dans ce processus de reconnaissance officielle, nous, Européens, nous faisons le travail. Ça fait partie d'ailleurs des raisons pour lesquelles le réseau a été mis en place. Clarifier et nous faire connaître. Il y a, peut-être pour ne pas me répéter la parole, il y a 2 à 3 mois de cela, des concours avaient été lancés. Nous avons été frustrés de constater que l'ACEP a lancé un concours et parmi les postulants au concours, l'ACEP n'a pas cité les médias en ligne. Mais ce n'est pas possible. Donc, peut-être c'est parce que c'est une première édition, que c'est tellement que la prochaine édition, le concours, c'est les 10 ans de l'ACEP. Oui. Moi, au sein de notre organe, pour pouvoir participer, on a dû faire publier l'article dans un quotidien, parce qu'il était dit dans le concours qu'il fallait envoyer la copie du journal papier. Donc, on a dû faire publier l'article dans un quotidien avant de postuler. Il y a plein de reconnaissance. Il y a le président qui a une réponse par rapport à ta présentation. Parce que c'est nous qui avions coordonner tout ça là. Oui, en fait, c'est le problème qu'on posait tout à l'heure, à savoir comment est-ce que nous pouvons avoir la facilité de détenir la preuve de la diffamation pour pouvoir essayer en justice. C'est le même problème. Nous avons réfléchi, nous avons des délais pour pouvoir exécuter le projet. Nous avons réfléchi pour dire, mais par quelle méthode on pouvait nous assurer de la diffusion en ligne, etc. Vous voyez? Donc, nous, au niveau de l'UPM, n'ayant pas les moyens techniques pour pouvoir faire le travail. Le jury que nous allons mettre en place n'ayant pas les moyens techniques pour faire le travail, nous avons dit, bon, pour une première fois, avançons d'abord avec les médias traditionnels, le temps de réfléchir pour que les fois prochaines, nous puissions intégrer. Le conseil a dit tout à l'heure, dans le cadre de la gestion de l'aide de l'État, encore qu'il n'y a plus d'aide de l'État, monsieur le conseil. Dans le cadre de la gestion de l'aide à la presse. Non, mais parce que depuis, ça fait maintenant 5 ans que nous avons été sevrés. Je crois qu'en 2006, le tableau était à quelques 2 années de retard. Et dans le temps, c'était beaucoup plus dû à nous parce que nous n'arrivions pas à consommer à temps. C'est ça qui a fait accumuler quelques aides. Heureusement que le président depuis 2016, depuis 2016, mais rien n'est tombé. Rien. On a fait toutes les démarches au niveau du ministre de la Justice, le ministre de la Communication, le ministre des Finances. Rien. Donc, priez, lorsque l'aide va finir par descendre, nous allons, dans le cadre de la répartition, prendre en compte les médias en ligne. Merci beaucoup. Maintenant, on va aborder une question tout autre. C'est par rapport au classement de Reporters sans frontières. Notre pays a perdu encore 6 points. Je commence par le conseiller à la HAC. Votre avis par rapport à cela? Le rapport vient de tomber. Je crois qu'il ne faut pas prendre avec passion toute situation qui se présente. Il faut que tous les acteurs de la chaîne des valeurs puissent prendre le rapport, le lire calmement et tirer les conclusions. Chacun à son niveau de responsabilité. Ok, d'accord. Oui, président. Oui, c'est un rapport, je crois que c'est un rapport qui est un peu sévère. C'est un rapport qui est un peu sévère. RSF a noté que, de par le monde entier, il y a une tendance baissière par rapport à la promotion de la liberté de presse.
Et donc le Bénin est dans le mouvement, mais le rapport est un peu plus dur. Parce que dans le commentaire, il est bien précisé qu'il y a une liberté certaine au Bénin. Donc, on parle de ça, c'est la liberté qui est la condition principale. Donc, les autres sont accessoires. On a incriminé la hack, le rapport, pour parler des médias qui ont été fermés. Ça, c'est 2016. Ce n'est pas... C'est 2016, ça. Tout à fait. Il y a la situation sur les FM. Ça, c'est 2017, 2018. Mais le rapport n'en parle même pas. Le rapport n'en parle même pas. Sur les FM qui est brouillé depuis, le rapport n'en parle pas. Depuis 4-5 mois. Et parle des situations de 2016. Donc, je trouve que le rapport est un peu dur. Le rapport dit quelque part que le chef d'État n'a pas honoré à sa promesse de dépénaliser. Je crois que déjà en 2015, nous avons eu une loi qui a dépénalisé. Et ça a fait remonter un peu notre cote au niveau du classement des RSF. Tout à fait. Maintenant, ce que nous déplorons, c'est les décrets, les textes réglementaires qui doivent permettre l'application effective de cette loi. Mais sinon, le chef d'État n'a pas promis de dépénaliser. Nous avons déjà une loi. Maintenant, on n'en a pas parlé. Je crois que c'est un plaidoyer qu'on puisse avoir un autre plateau comme ça pour parler du code sur le numérique. Merci beaucoup, Président. C'est important. Parce que le code sur le numérique est un recul en matière de liberté. Selon vous? Oui, c'est un recul. Parce que simplement, on va y revenir. Non, on va revenir, Président. On va revenir, oui. Parce que dans le code de l'information, nous n'avons plus la peine privative de liberté. Mais dans le code numérique, il y aura la prison pour ceux qui vont... Merci, Président. Oui, Loris, rapidement, 10 secondes, quelques mots rapidement. Oui, mais comme le Président le dit, c'est vrai que ce rapport ne reflète pas forcément toute la vérité de la situation actuelle. On a un peu plus évolué, même s'il y a une certaine liberté conditionnée. Vous savez de quoi je parle. Merci beaucoup. Oui, Gamaï, rapidement, 10 secondes. Oui, non, c'est vrai que lorsque moi j'ai pris connaissance du rapport, j'ai tiqué. Ouais. Je me suis demandé est-ce qu'il s'agit du Bénin. Mais comme l'a dit le conseil, je crois que chaque acteur de la chaîne doit dépassionner, lire le rapport et voir quels sont les efforts qu'il faudra faire pour que nous remontions dans le classement l'année prochaine. Merci beaucoup. Ce sera tout pour cette émission et bonsoir chez vous.